Le clou est scellé par l'aboutissement du projet de Bismarck le 18 janvier 1871 dans la galerie des glaces du palais de Versailles. L'Empire allemand est proclamé, unifiant ainsi tous les États allemands derrière la Prusse. La France est alors humiliée, et en plus de cela, l'Alsace-Lorraine est perdue. Un sentiment de revanche se propage alors en France, que les politiciens s'empressent de calmer, ne croyant absolument pas en la victoire française en cas de nouveau conflit. Il leur faut alors trouver un moyen de se renforcer tout en donnant de quoi apaiser les ardeurs. Et ce moyen va prendre la forme d'un continent sur lequel toutes les grandes puissances souhaitent mettre la main, l'Afrique. Voici donc notre point de départ, crucial pour justifier l'animosité absolue qui s'exprimera 40 ans plus tard. Mais ce n'est pas le seul point de tension en Europe. Les rivalités russo-anglaises, les multiples conflits dans les Balkans, l'Afrique, la Méditerranée, chacun de ces théâtres accusant son lot de tensions entre grandes puissances européennes. Dans ce contexte, le fraîchement créé empire allemand, sous l'impulsion de Bismarck, se propose pour arbitrer et résoudre toutes les questions, pour que la paix puisse perdurer. Est alors organisé le Congrès de Berlin le 13 juin 1878. Les tensions majeures se situent sur ce point. L'Italie et la Grande-Bretagne sont de plus en plus inquiètes par les multiples victoires de l'Empire russe sur l'Empire ottoman, amenant l'influence du tsar jusqu'en Méditerranée, ce qui représente le point d'orgue des craintes italo-britanniques. L'Autriche-Hongrie voit également d'un mauvais œil l'avancée des Russes dans les Balkans, qu'ils jugent comme leur zone d'influence. Et en tant que médiateur, l'Allemagne se doit de répondre à toutes ces questions en mettant en place différents accords, qui se traduisent de cette façon. La Russie est obligée de faire des concessions en rendant une grande partie de la Bulgarie aux Ottomans. Le reste est réparti entre Roumains et Serbes. La Bosnie-Herzégovine passe sous protectorat austro-hongrois, agaçant fortement les Serbes qui la considèrent comme un territoire leur appartenant. La Grande-Bretagne, de son côté, met la main sur Chypre, alors possession française. Maintenant que les plus grandes questions sont réglées, reste alors à calmer les Russes qui ont presque perdu tous les gains de leur victoire. Et surtout, apaiser les Français qui restent absolument furieux après 1871, mais également après la perte de Chypre. Et c'est la Grande-Bretagne qui se chargera d'apaiser les tensions délaissées pour compte du Congrès, en donnant tous les droits sur des territoires qui ne lui appartiennent même pas. L'Empire russe se voit donc accorder toute autorité sur le Caucase et la France sur la Tunisie. Ce congrès bouscule beaucoup les cartes de l'époque, les empires se redistribuant les territoires comme des parts de gâteau. Mais force est de constater que la paix est de nouveau à l'ordre du jour et que la plupart des tensions sont calmées. La France ne tarde pas à faire l'acquisition de son bien, en lançant un grand débarquement le 24 avril 1881, sous prétexte d'écraser une révolte anti-ottomane. Bien sûr, tout cela n'est qu'un leurre, et les Français prennent complètement le contrôle de la zone et y placent leur propre ministre. Cette prise de contrôle s'achève avec le traité de Bardo le 12 mai, qui officialise que la Tunisie passe sous protectorat français. Le protectorat est un régime politique qui constitue une forme de sujétition coloniale, mais qui n'est pas une colonisation pure et simple, dans le fait que les institutions existantes perdurent ainsi que la nationalité sur le plan formel. L'État protecteur assume la gestion de la diplomatie, du commerce extérieur et de l'armée de l'État sous protectorat. Ce qui veut donc dire que lorsque la France arrive en Tunisie, elle prend le contrôle de l'armée tunisienne, de la diplomatie tunisienne et du commerce tunisien. Mais l'administration tunisienne reste en place et la nationalité tunisienne est maintenue sur le territoire tunisien, ce qui la différencie d'une colonisation pure. Poursuivons. La France ne compte pas en rester là, car elle a désespérément besoin de nombreuses ressources pour regagner sa puissance, toujours avec l'ambition de reprendre l'Alsace-Lorraine. La France dirige alors son attention vers l'Égypte, dans l'optique de déstabiliser la domination britannique sur la zone. Se montrant une nouvelle fois sûrement trop nostalgique de l'époque napoléonienne que peut-être leurs anciens ont vu de leurs yeux, le 10 juillet 1898, 30 000 soldats français prennent le contrôle du village de Fashoda, près du Nil Blanc dans le sud du Soudan. Les Anglais sont bien sûr furieux et réagissent promptement. Une rencontre entre les commandants est organisée, entre le commandant Kitchener et le commandant Marchand, qui se quitteront finalement dos à dos, demandant à leurs supérieurs la marche à suivre. Les Anglais passent à la vitesse supérieure et lancent un ultimatum. Soit les Français s'en vont, soit ils reprendront le village par la force des armes. La France est obligée de s'incliner et quitte promptement le village après ce qu'on peut appeler un fiasco stratégique et politique. Mais ironiquement, après cela, Anglais et Français mettent de côté leurs différends et entament un rapprochement. Le roi d'Angleterre, Édouard VII, se rendra même à Paris
En 1903, cette politique de détente se poursuit et aboutit en 1904 à un traité d'amitié qui concrétise cette nouvelle entente. On peut justifier ce rapprochement de l'Angleterre par le fait qu'elle ne voit plus réellement la France comme une rivale au vu de la montée en puissance d'autres nations en Europe bien plus inquiétantes, l'incitant donc à se rapprocher d'une France qui ne pouvait être plus heureuse de se trouver un allié, car boudée de tous ses voisins, la laissant dans un isolement diplomatique qu'il nous faudra expliquer plus tard. En découlera un accord d'une toute autre nature, un accord militaire secret entre les deux puissants dans l'éventualité d'une guerre avec l'Allemagne, idée qui à ce moment-là n'effleure même pas l'esprit des Allemands. Peu refroidi par l'échec de Fachoda et gonflé par sa nouvelle entente, la France poursuit ses ambitions en Afrique du Nord, et cette fois son regard se braque sur le Maroc, dans l'optique de relier la Tunisie à l'océan Atlantique. Elle entame alors des négociations avec la Grande-Bretagne, l'Italie et l'Espagne, en laissant bien sûr de côté l'Allemagne, pourtant principale partisane de la neutralité du Maroc. C'est un peu comme si on prenait votre jardin et qu'on en parlait avec vos voisins plutôt que vous. Mais pourquoi faire ça? Quel est le but? Le véritable intérêt est de prendre le contrôle du commerce marocain, alors aux mains de différentes compagnies allemandes depuis 1886. Sauf que les Allemands ne sont pas dupes et comprennent vite ce que veulent les Français. Et en représailles, ils bloquent toutes les activités françaises au Maroc. Et l'empereur allemand, alors en croisière en Méditerranée, est sommé par ses conseillers de se rendre directement à Tanger. Bien que peu emballé, il finit par se plier à la pression, pour arriver le 31 mars 1905, où il est reçu par le sultan qui décrétera que l'Empire allemand se porte garant du Maroc, bloquant ainsi toute intervention française. Pour résumer, l'Allemagne en tant que garant ne contrôle pas le Maroc, mais est en droit de le protéger par tous les moyens en cas d'agression ou présence de troupes hostiles, empêchant toute intervention française sur le sol marocain sans risquer de guerre avec l'Allemagne. Théophile Delcassé, politicien français alors ministre des Affaires étrangères, juge cela comme une tentative d'intimidation et souhaite envoyer des navires de guerre en réponse près de Gibraltar. Car Théophile craint que si l'Allemagne organise une conférence internationale pour le sort du Maroc, la France ne se retrouve dans une position défavorable et perde une nouvelle fois du terrain. Mais le président français Émile Loubet condamne l'idée et renvoie Théophile promptement, voulant régler la question de façon pacifique et surtout sans montrer de nouveaux signes d'animosité qui pourraient faire pencher la balance. Une nouvelle conférence est alors organisée, se soldant par la consolidation des privilèges français au Maroc, ainsi que l'internationalisation de ce dernier. C'est un revers douloureux pour l'Allemagne, perd la face sur la scène politique, n'étant plus du tout le seul maître du commerce marocain. De façon plus large, l'Allemagne découvre avec effroi qu'elle n'a que peu de soutien pour appuyer ses idées lors des pourparlers, avec comme seul appui solide l'Autriche-Hongrie. Même l'Italie, censée faire partie de la Triple Alliance, ne la soutient qu'au gré des vents. Pour autant, la question du Maroc ne sera tout de même pas réglée, et une seconde crise se déclarera en 1911. La France, pas assez satisfaite par les acquis du premier traité, envoie des troupes au Maroc en avril 1911, sous le prétexte de protéger les Français qui s'y trouvent, mais surtout se sachant appuyés par les Britanniques. Les Allemands voient là une tentative de menacer leurs intérêts et veulent marquer le coup face à une France qu'ils trouvent trop arrogante. Il leur faut donc une réponse qui montre qu'ils ne lâcheront rien dans la zone. La réponse choisie est d'envoyer le navire de guerre Panther pour montrer la détermination allemande. Sauf que ce geste a un effet contre-productif, rapprochant Anglais et Français qui voient dans cet acte une menace de guerre directe, isolant encore un peu plus l'Allemagne vis-à-vis de l'Angleterre. Comprenant leur erreur, les Allemands ne veulent surtout pas pousser les Anglais dans les bras des Français une fois de plus. Et dans l'objectif de renouer les liens pour avoir des appuis en Europe, l'Empire allemand se rend à la table des négociations. En échange de l'abandon des prétentions allemandes sur le Maroc, l'Allemagne demande tout le Congo français, plus le Togo, en échange du Cameroun allemand et forcément du Maroc. Un accord équilibré sur le papier, mais les Français y voient une brèche. Plutôt que d'accepter, les Français vont faire mine de réfléchir, tout en avertissant immédiatement leurs nouveaux alliés anglais des prétentions allemandes, mais aussi l'Empire russe, bien que le tsar n'eut que peu de réactions. En Angleterre, c'est tout le contraire. Refusant catégoriquement de voir l'Allemagne s'imposer dans cette zone cruciale en Afrique, ils répondent promptement. Le ministre Lloyd dit publiquement que l'Allemagne menace les intérêts britanniques sur la scène mondiale. Les Anglais sont alors absolument furieux. L'armée se prépare et des généraux sont envoyés à Paris pour coordonner la défense en cas de guerre. Guillaume II est furieux lui aussi de se retrouver menacé de guerre, lui qui n'avait jamais réellement prêté attention à la situation au Maroc. Alors en plein choc et face aux nouvelles, il dit à son ministre que le Maroc ne vaut certainement pas une guerre avec l'Angleterre.
La réaction anglaise paraît extrêmement dure, mais elle est alimentée par le geste maladroit des Allemands d'envoyer leur vaisseau de guerre Panther que les Anglais ont réellement interprété comme une menace de guerre claire, nous faisant donc frôler à quelques années près le début de la Première Guerre mondiale. Côté français, ce navire conforte l'idée que les Allemands se préparent à la guerre. Face à cette possibilité, et n'ayant que peu de certitude sur une intervention anglaise ou russe, si cela arrivait, la France retourne négocier. L'accord est finalement trouvé. La France obtient tous les droits sur le Maroc, même celui d'envoyer son armée si elle le souhaite. L'Allemagne reçoit en compensation 250 000 km du Congo, clôturant ainsi la seconde crise sur un apaisement des trois belligérants.